Merci pour cette introduction. Donc, comme vous venez de le dire, cette thèse a porté sur l'œuvre de Pierre Parlebas. Aujourd'hui, je vais vous en présenter un petit peu un prolongement. C'est-à-dire, je vais vous parler un petit peu de Pierre Parlebas, mais je vais aussi vous parler d'autres acteurs qui ont entouré Pierre Parlebas et qui ont toute leur importance aussi, notamment en matière de jeux en plein air, de jeux en pleine nature. Je dois dire un mot aussi, le fait que déjà c'était une thèse co-encadrée par Sébastien Lafache-Cognier qui vient de parler ici devant vous, et puis Christian Vivier à l'Université de Franche-Comté. J'ai aussi participé donc, au projet collectif VEN, donc une analyse de la revue Vers l'éducation nouvelle, qui est la revue phare des CMEA. Je vous définirai les CMEA un petit peu plus tard, qui était financé par l'INGEP et puis coordonné par Laurent Gutiérrez, donc entre 2018 et 2020. Voilà. Donc Nicolas Palluot en a parlé un petit peu ce matin. Ça, pour ceux qui étaient là, d'ailleurs, ça va prolonger un petit peu les réflexions sur la fabrique des pédagogues dont nous a parlé Nicolas. Voilà pour dire un petit mot pour commencer. Alors, en matière d'introduction, je vais tout de suite vous préciser qui sont les CMEA. C'est une association créée en 1937 sous le Front populaire. Donc CMEA, Centre d'entraînement aux méthodes d'éducation active, est donc une association qui est créée à la confluence en fait entre trois univers pédagogiques antagonistes. Et là, je m'appuie bien sûr sur les travaux de Nicolas Palluot, et qui se retrouve autour de la dynamique de l'instituteur en colonie de vacances. Donc ces trois influences, quelles sont-elles? C'est le scoutisme laïque d'une part, c'est l'hygiène républicaine d'autre part, et c'est enfin l'enseignement primaire. En matière de... Je vais continuer à vous donner aussi quelques autres repères temporels. Donc la revue Vers l'éducation nouvelle est créée en 1946 et elle est toujours existante aujourd'hui. C'est une association que vous connaissez sans doute, mais voilà, qui continue d'œuvrer en matière d'éducation populaire et d'éducation nouvelle, qui se revendique toujours activement de l'éducation nouvelle, du mouvement d'éducation nouvelle. Au cœur de cette association, on trouve bien sûr les stages qu'on peut appeler des stages de perfectionnement, des stages de formation des moniteurs et directeurs de colonies de vacances, mais aussi des stages de formation à l'intention des instituteurs et puis aussi des personnels en fait, de l'institution scolaire publique. Donc la vie en plein air, en plus, assez vite, elle est placée au centre, en plus, de ces stages de formation. C'est un succès d'autant plus important chez les CMEA de ces stages que en fait, les circulaires du 7 juin et du 8 décembre 1951 rendent obligatoires les stages de formation aux colonies de vacances pour tous les élèves normaliens qui se destinent à devenir instituteurs. Donc en 1951, je redonne aussi un petit point de repère, mais c'est par exemple l'organisation de 300 stages pour 12 000 stagiaires formés depuis la naissance de l'association. Donc je passe vite quand même, puisque Nicolas en a dit, on sait bien plus que moi d'ailleurs là-dessus, et puis c'est pas l'objet de ma présentation non plus. Donc je reviens quand même un peu plus précisément sur les stages de formation qui sont au cœur de l'association. C'est une innovation qui date de 1937. On a les deux premiers stages, les deux premiers centres d'entraînement en fait à Beaurecueil et à Breteuil-sur-Iton, donc un au nord et puis un au sud de la France. Et ce stage de formation, il se déroule pendant 10 jours et il repose sur la transmission de techniques d'animation de groupes d'enfants dans l'idée de leur faire vivre des vacances heureuses. Donc les centres d'entraînement ils naissent de la volonté de faire pénétrer les méthodes actives dans l'enseignement public par la voie détournée des colonies de vacances. Donc il y a une vraie intention réformatrice au point de vue de la pédagogie. Donc je vous donne quelques exemples de stages ici sur la diapositive programmés en 1946 pour donner déjà quelques aperçus des conceptions de ces acteurs. Vous avez par exemple le stage d'études de la nature dirigé par Maurice Rouchy qui vise moins, je cite, à donner une connaissance technique que d'éveiller les enfants au rythme, à l'harmonie, à l'équilibre, aux vraies richesses accessibles à ceux qui savent sentir, regarder, écouter et s'émouvoir. Donc j'en dis pas plus pour le moment, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard sur ces perspectives. Moi, je vais m'attarder plus précisément sur des perspectives d'éducation physique développées par un groupe d'acteurs. Donc, on trouve également des stages qui s'intitulent Éducation physique et jeux sportifs. Donc, les premiers stages, les premières éditions sont coordonnés par André Schmitt et André Boulogne. Elles sont marquées à la fois par l'hébertisme, c'est-à-dire par la méthode naturelle, pour ceux qui connaissent, et par une tendance hygiéniste propre aux colonies de vacances. Et de ce point de vue, je renvoie bien sûr aux travaux de Jean Housset, qui caractérise cette tendance sanitaire-sociale qui est assez forte à l'époque.
On trouve également des stages d'études du milieu. C'est vraiment toute une tradition portée par les CMA en matière d'études du milieu qui réside aussi dans cette approche, c'est-à-dire qu'il faut donner à l'enquête le caractère d'une recherche active et personnelle. Et donc, ce stage-là de 1946, en tout cas, il insiste, lui, plutôt sur le milieu historique et le milieu social. Donc, en fait, on n'a pas forcément uniquement le milieu naturel dans ces perspectives d'études du milieu. Alors ensuite, les questions que je me suis posées, c'était aussi de les resituer dans un contexte où globalement, sur le second XXe siècle, on va muter, on va passer progressivement d'une animation nature à une éducation relative à l'environnement au sens large. Et donc, je m'appuie sur les travaux aussi d'Yves Giraud, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle, et puis de Lucie Sauvé, qui travaille outre-Atlantique au Canada. Donc, je reprends leur catégorisation de 3 types d'éducation relative à l'environnement. Vous avez une éducation par et dans l'environnement, c'est-à-dire que c'est une posture adisciplinaire, où on a une prégnance de l'approche immersive et sensorielle. Vous avez d'autre part une éducation au sujet de l'environnement, là c'est-à-dire qu'on va adopter plutôt une posture de transversalité curriculaire, et là c'est la prégnance de tout ce qui est approche scientifique, avec une prédominance en fait des savoirs, de l'acquisition de connaissances. Et puis ensuite, donc, que certains ont pu nommer une approche positiviste. Et puis ensuite, vous avez également une éducation qu'on peut qualifier pour l'environnement. Et là, c'est une posture extracurriculaire où on va avoir aussi une prégnance de l'approche positiviste. C'est l'idée d'aller changer les comportements, mais c'est aussi l'idée d'alimenter finalement un changement social. Donc cette catégorisation, elle est utile pour appréhender une éducation relative à l'environnement qui se développe surtout, en fait, à l'époque, en marge de l'institution scolaire, peut-être à l'exception quand même de l'enseignement agricole qui prend quand même en main cette question à partir des années 60. Alors, je dois redire quand même que c'est un travail en cours, c'est une perspective, c'est un prolongement de ma thèse, donc ce sont des premiers résultats. La problématique n'est pas hyper bien définie, mais voilà, dans le cadre de cette communication, je me fixe l'ambition de répondre à 3 questions, c'est-à-dire une analyse déjà des pratiques, quelles sont les préconisations de ces groupes d'études des CMA, quelles sont les pratiques pédagogiques, donc les techniques, les usages, les procédés. Quelles sont aussi les considérations de l'enfant? Quelles sont les conceptions pédagogiques déployées par ce groupe d'acteurs? C'est-à-dire des conceptions, ce sont des idées réalisantes. Finalement, c'est de la théorie de l'action, mais la vocation, c'est quand même aussi la pédagogie et donc la mise en acte. Et enfin, la question du projet politique porté par ces groupes d'études, je vais clarifier un petit peu plus tard, mais la question du projet politique au sens non pas du régime politique, mais au sens plutôt de la forme de société souhaitée par ces acteurs du groupe des CMA. Donc finalement, je me pose la question globale du modèle éducatif. C'est l'idée de modèle, c'est l'abstraction qui vise à identifier des traits saillants, d'une cohérence globale, des ambitions, des perspectives communes, tout en sachant quand même que, vous allez le voir, il y a une pluralité d'acteurs et il y a une pluralité de conceptions au sein même de ce groupe d'études. Et donc parfois, il faut vraiment faire attention et faire des nuances. Je vais commencer ma première partie en vous donnant quelques repères sur le contexte institutionnel dans lequel se déploient les groupes d'études des CMA. Donc le groupe Jeux et plein air, le groupe d'études Jeux et plein air, en fait, il va naître de la rencontre entre différents instructeurs des CMA. Donc je vous ai parlé tout à l'heure d'André Schmitt et d'André Boulogne, qui sont vraiment les premiers, on va dire, fers de lance de cette dynamique en matière d'éducation physique, d'éducation corporelle. André Schmitt, c'est le Benjamin du premier stage de 1937, donc il est présent dès l'origine. Bien sûr, ils ont tous aussi un surnom en lien avec les influences scouts. André Schmitt, c'est par exemple Léopard, et donc dans toutes les correspondances que j'ai pu lire, c'est à chaque fois cher Léo, cher Léopard, mais c'est jamais cher André, cher collègue, etc. Donc c'est toujours Léopard. Donc en lien avec son implication dans les éclaireurs de France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est professeur d'hébertisme au service social de la Compagnie d'électricité de la Seine, puis il devient délégué des CMA pour l'Académie de Paris à partir de la Libération. Il va être responsable des premiers stages appelés éducation physique et jeux sportifs, ou parfois plus simplement appelés éducation physique. Il va rencontrer André Boulogne à la sortie de la guerre. André Boulogne, surnommé Nao, en référence à un personnage de la guerre du feu. Lui, c'est un maître d'éducation physique qui possède une expérience de cyclotourisme, de naturiste et de militant sportif, et qui devient instructeur permanent des CMA dans les années 1940. Vous avez ensuite Jeanne Schmitt, qui va être aussi assez active dans le cadre de ce groupe d'études, même
elle est beaucoup moins prolixe, hein, en matière de publication. Et en tout cas, elle est tout le temps là, dans les réunions du groupe d'études. C'est la femme, bien sûr, d'André Schmitt. Et elle va beaucoup plus s'intéresser à tout ce qui touche à l'éducation rythmique et l'éducation musicale. À partir des années 60, vous avez deux nouveaux instructeurs qui vont rejoindre ce groupe d'études jeux et plein air. Ce sont Jean-Claude Marchal, qui est professeur d'EPS, c'est un ancien élève de l'ENSEP, qui lui a une toute autre posture, hein, c'est quelqu'un d'encarté au Parti communiste. Gérard Guimard également, qui est un maître d'EPS, qui est un ex-enseignant du CREPS de Houlgat. Et puis enfin, ce groupe d'études, à partir des années 60, et plus particulièrement à partir de 1961, va se rapprocher de Gerda Alexander et proposer des stages d'eutonie, et donc va beaucoup plus s'intéresser également à tout ce qui est respect des rythmes de l'enfant, relaxation, bien-être, etc. Alors, je dois redire également qu'en fait, il y a beaucoup de groupes d'études au CMEA, que c'est parfois un peu compliqué de cerner qui fait quoi. Et donc, on trouve en fait des stages d'études du milieu à partir de 1947. Et donc, parfois, on a un recoupement. En fait, les groupes d'études vont parfois être définis de manière assez arbitraire, mais à certains moments, ils vont fusionner, à certains moments, ils vont disparaître, à certains moments, ils vont se relancer, etc. Il y a des restructurations un petit peu évolutives de la sorte. Donc, d'où mon schéma sur cette diapositive. Hein, ce groupe d'études jeux et plein air, il se nomme ainsi de 1951 à 1974. Ensuite, il va s'appeler plutôt Vie physique et jeux. Et enfin, à partir des années 90, il va s'intituler Jeux, vie physique et sport. On va trouver un groupe qui s'appelle Découverte du milieu naturel et humain à partir des années 60, pardon. Et puis un groupe qui se nomme Éducation à l'environnement, qui apparaît à partir de 1991. Donc vous voyez toute cette mutation, cette genèse un petit peu de ces problématiques relatives à l'écologie qui sont toutes progressives. Alors, les premiers regroupements de 1969, il faut dire que ce groupe d'études, en fait, avant 1969, il n'existe pas en dehors de quelques publications portées par les quatre acteurs que je vous ai nommés, André Schmitt, André Boulogne, Jean-Claude Marchal et Gérard Guimard. En dehors de publications dans la revue Vers l'éducation nouvelle ou dans d'autres revues professionnelles, finalement, il y a très peu de choses. Par contre, ce qu'on trouve dans les archives, c'est qu'à partir de 1969, il y a une vraie volonté de se positionner, d'exister. Et ils organisent notamment des journées d'études à Vaugrigneuses en 1973, où ils vont inviter tous les grands pontes, entre guillemets, de l'éducation physique, donc Jean Lebouche, Pierre Parlebas, Robert Méran, etc., pour créer du débat et surtout pour s'avancer en matière de conception, en matière de position. Et l'entrée, c'est vraiment une controverse autour du sport dans les centres de vacances. C'est-à-dire que très tôt, enfin en tout cas assez vite, alors que l'éducation physique scolaire va se sportiviser dans les années 60, assez vite, André Schmitt il va prendre sa plume pour critiquer finalement une centration sur les championnats, sur les médailles, sur les classements, dans le cadre des colonies de vacances. Et donc à ce moment-là, ils vont inviter la personnalité de Pierre Parlebas, qui commence à écrire aussi à partir de 1967 dans la revue EPS et qui prend position à l'encontre d'une trop forte centration sur la compétition sportive en éducation physique. Et donc finalement, on assiste à une vraie effervescence pédagogique dans les années 70 en matière de propositions, en dehors même du groupe d'études des CMEA, mais en matière d'éducation physique, c'est assez riche, c'est assez intéressant comme période, puisqu'il y a du débat et il y a de nombreuses alternatives au sport qui sont proposées. Donc Pierre Parlebas, c'est quelqu'un qui va arriver dans le groupe d'études en 1969. Au début, il va être invité. Il va être même, on va lui demander de se positionner explicitement contre la compétition sportive, carrément. Et puis, en fait, ce à quoi on va assister, je vous ai montré le changement d'appellation du nom du groupe d'études, c'est que Pierre Parlebas, il va développer des travaux scientifiques sur l'étude des jeux, des pratiques ludiques, et donc le groupe d'études va resserrer ses travaux autour des jeux. Ce que va amener aussi Pierre Parlebas, c'est le renforcement de la recherche scientifique. Et donc lui, à partir de 1983, il va plus se retrouver tellement dans le groupe d'études, qui, avec Jean-Claude Marchal notamment, avec François Chaubeau, encore un autre acteur qui vont venir, vont avoir tendance à réactiver un petit peu l'éducation sportive. Et donc Pierre Parlebas, il va saisir une opportunité de créer un groupe de recherche qu'il va coordonner lui-même en 1983, qui va s'appeler Jeux et pratiques ludiques. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Donc voilà, maintenant je vais aller un petit peu plus loin dans une deuxième partie sur des visées un petit peu ambitieuses et lointaines de ces groupes d'études, et donc sur la question du projet politique de ces groupes d'études, et notamment pour commencer des CMEA. Donc les CMEA qui, à partir des années 70, auparavant, c'est peu marqué, c'est peu, en tout cas, revendiqué, assumé, mais qui prennent conscience dans les années 70
d'un positionnement, d'une appartenance de la plupart des membres au courant socialiste. Donc certains appartiennent au Parti communiste, d'autres sont socialistes, d'autres sont sans doute des écolos avant-gardistes. Mais en tout cas, ce qu'il est revendiqué, par exemple, dans ce bulletin instructeur là, de 1971, c'est qu'il y a une vraie appartenance au mouvement socialiste. Par contre, d'un autre côté, ils disent bien, nous n'avons pas à faire de prosélytisme pour un parti politique. Donc je vous passe les citations parce que le temps défile. L'une des premières publications de ce groupe d'études Jeux et plein air, le premier ouvrage, un petit peu de recueil de jeux, il s'appelle le boustrophédon. Boustrophédon, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un type d'écriture archaïque utilisé par les orientaux et les grecs qui imite le mouvement des sillons tracés dans un champ et dans lequel une ligne se lit de gauche à droite, la suivante de droite à gauche et ainsi de suite alternativement. Donc en fait, l'idée dans ce titre, hein, c'est une symbolique déjà du retour à la terre, c'est une symbolique de la contestation spontanée d'une écriture de gauche à droite dont font parfois preuve les enfants. Et là, on retrouve l'idée d'idéologie un petit peu subversive que j'ai essayé de développer dans le cadre de ma thèse. Donc on a une idée en fait contestataire, on a une idée un petit peu réformiste toujours courante dans ce groupe d'études. Donc il y a vraiment une... Bon, bien sûr, André Schmitt, hein, dans l'introduction du bouquin, il écrit c'est simplement aussi la consonance qui nous a plu. Mais voyez, hein, dans l'introduction, vivre un jeu en pleine nature, n'est-ce pas d'abord retrouver pour un temps la faculté d'être totalement disponible à l'environnement, aux choses et aux êtres dont nous avions peu à peu oublié l'existence d'être l'environnement même dans une présence exaltée par nos sens retrouvés. Donc je reviendrai un petit peu plus loin là-dessus. Il y a vraiment l'idée en fait de se positionner vis-à-vis d'un naufrage écologique. Donc ça, c'est ce qu'écrit aussi André Schmitt hein, dans l'introduction de cet ouvrage. Il y a l'idée de se réconcilier avec un milieu naturel récalcitrant, mais surtout, j'insiste là-dessus, par le corps et par l'essence. Donc c'est ce qu'on peut voir dans ces citations. La chance de découvrir ou de retrouver les odeurs du sous-bois, la senteur de la terre, la présence d'une vie multiforme et insoupçonnée, la caresse du vent ou la texture, sans doute, d'un tronc derrière lequel on se blottit, le cœur battant, le plaisir de couler son corps fluide à travers les fougères, le bonheur d'un instant de silence, de solitude et de rêve, dans une relation vibrante avec un milieu redevenu fraternel. Donc vous connaissez tout le contexte, hein, bien sûr, les années 70, les années 60 même, à l'échelle mondiale, hein, c'est la montée en puissance concomitante du mouvement écologiste, avec des influences outre-Atlantique. Hein. Vous avez par exemple la publication du Printemps silencieux de Rachel Carson. Vous avez une conférence sur la biosphère par l'UNESCO en 1968, le rapport Meadows, les limites à la croissance de 1972. Et le contexte national, c'est aussi l'essor de l'écologie politique en France, avec une première candidature de René Dumont, en 1974 au présidentiel. Donc les premières lois sur l'apparition de la notion de patrimoine aussi en 1976 et plus globalement du coup une prise de conscience écologiste dans les années 70. Donc il y a quand même aussi cette idée, vous voyez chez André Schmitt tout de suite, de nouveaux rapports qui devraient exister entre la nature et la culture. Et pour ceux qui connaissent un petit peu les travaux de Philippe Descola actuellement, c'est quelque chose qui en fait est assez peut-être avant-gardiste, en tout cas c'est de vraies réflexions sur cette opposition entre nature et culture. Maintenant, je vais rentrer plus précisément dans les pratiques pédagogiques en 5 minutes. Je vais essayer de me dépêcher. Et je me suis posé la question de savoir si celle-ci était spécifique au plein air. Qu'est-ce qui est recherché dans le plein air, dans l'action, dans la vie en pleine nature, par ce groupe d'études des CMEA. Donc je vais analyser les positions développées dans le boustrophédon pour commencer, de manière assez rapide. Et puis ensuite, je vais développer un petit peu le patrimoine immatériel qu'ont tenté de sauvegarder un petit peu ces instructeurs, ces pédagogues, on pourrait dire. Donc la première citation ici que je vous propose, c'est l'idée que en fait, les jeux régentés, vous voyez, instrumentalisés, enserrés dans des règles institutionnalisées, dans un environnement à des limites standardisées d'espace et de temps, les jeux en arrivent à perdre l'essentiel de leur vertu. Donc l'idée, c'est toujours d'avoir une codification souple et une incertitude féconde. Le principal, si je puis dire, c'est de favoriser les initiatives de l'enfant, c'est de privilégier l'aventure ludique de l'enfant. Et donc, très vite, Pierre Parlebas aussi dans ses travaux, il va distinguer ce qu'il appelle des jeux souplement codifiés et des jeux hyper codifiés. Donc pour schématiser finalement des jeux traditionnels d'un côté et des sports de l'autre. En 1970, il va même faire de l'incertitude un pilier de sa classification des situations motrices avec, en fait, selon qu'il y ait une présence ou l'absence d'incertitude, une présence ou absence de partenaire, une présence ou absence d'adversaire. Donc ce qui nous donne en fait 8 classes d'activités différentes. C'est une préférence pour les jeux qui se déroulent hors des terrains affectés, hors des structures programmées, hors de certaines pressions sociologiques trop fortes. Ça aussi, c'est important.
hors de certaines pressions sociologiques. Donc en fait, cette idée de retour à la nature aussi, quelque part, c'est pour se départir peut-être finalement de tendances culturelles qui viendraient s'imposer un petit peu aux enfants. Il y a cette idée d'émulation contre la compétition, donc ça j'en ai déjà dit un mot, je vais passer très vite, mais là ce sont les formules d'Albert Jacquard, hein. Toujours les membres de ce groupe d'études privilégient le fait d'apprendre par les autres enfants à être plus forts que soi, plutôt que d'apprendre aux enfants à être plus forts que les autres. Donc c'est vraiment un primat à l'émulation devant la compétition. Alors quelques règles indispensables pour définir un rôle de l'adulte à la fois central et effacé. C'est que la première règle, c'est observer des lieux, et puis ensuite faire le choix des jeux. Mais cette observation des lieux, elle a lieu a priori. Ensuite, c'est la domination de l'organisation par des soucis de sécurité. Et enfin, la troisième règle, c'est toujours gérer une certaine alternance entre des phases d'observation et des phases d'action. Quelques éléments importants aussi que je vous donne ici, c'est, donc je ne vais pas tous les passer en détail parce que je vais vite dépasser le temps sinon, c'est le silence, faire l'expérience du silence, ça c'est quand même assez intéressant, faire l'expérience de la solitude en plein air, c'est aussi vivre des émotions, le rêve, la fantaisie, l'imaginaire, et encore une fois, on retrouve l'initiative, etc. La classification qui est adoptée, c'est celle-ci, donc parfois on a une éducation au sujet de l'environnement, vous voyez, les jeux de recherche et d'observation d'éléments naturels, mais l'approche positiviste, l'approche transmission de connaissances est toujours finalement en deçà et derrière une approche plutôt immersive, sensorielle, etc. Ils vont aussi, à partir du coup des années 80, avec le groupe d'études, le groupe de recherche de Pierre Parlebas, recueillir le patrimoine immatériel des jeux. Et donc, entre 1994 et 2015, on a 5 recueils collectifs qui sont publiés par le groupe, et donc ce qui correspond à 114 fiches de jeux. Et donc, à chaque fois, pour chaque jeu, ils vont définir en fait des structures d'interaction, mais aussi un type de terrain. Donc là, dans la classification, vous avez 4 types de terrain, même 5, si on considère le terrain intérieur. Et donc, ce qu'il est aussi important à voir, hein, c'est qu'on a des terrains plats et dégagés, des terrains semi-aménagés, des terrains buissonneux, des terrains sauvages. Mais à chaque fois, en fait, cette définition des terrains, cette différenciation, elle pointe l'importance des obstacles dans la définition des terrains. C'est surtout les obstacles, finalement. Qui dit obstacle dit franchissement et symbolique de l'épreuve, c'est-à-dire une expérience émotionnelle liée au risque, à l'exploit. Et là, je renvoie aussi aux travaux de Bernard Jeu sur le sport, l'émotion, l'espace. Je passe vite sur domestication et sauvagerie, mais globalement, ce qu'on va retrouver, c'est une opposition entre milieu artificiel et milieu naturel. Et donc, Pierre Parlebas, assez vite, il pose la question du débat à mener entre la poussée technologique et la sensibilité écologique. Alors, pour vous montrer quand même un petit peu, sur ces 114 fiches de jeu, on a seulement 10% de jeux qui vont prôner un terrain sauvage et seulement 12% qui vont prôner un terrain buissonneux. Donc, bien sûr, c'est plutôt des terrains sans obstacles qui vont faire l'objet de jeux en plein air. Donc, finalement, c'est beaucoup des jeux réalisés en plein air, plus que des jeux de plein air, on pourrait dire, quelque part. Enfin, si l'on s'attarde plus spécifiquement sur le recueil jeux de pleine nature, là on a par contre 50% de terrains sauvages, 36% de terrains buissonneux, et cette fois seulement 14% de terrains semi-aménagés. Donc voilà, on a vraiment une éducation physique dans un environnement non urbain, non artificialisé, et c'est ça qu'il faut retenir peut-être chez les sémiens. Donc voilà, pour conclure très vite, donc ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'au point de vue des pratiques, on se focalise sur des jeux traditionnels souplement codifiés au point de vue réglementaire, en milieu sauvage, c'est-à-dire accidenté ou végétalisé. On retrouve en matière de conception un chercheur d'or. Là, j'emprunte cette expression à Thierry Pacaud, dans Pays de l'enfance. Donc, l'enfant, il grandit par franchissement d'obstacles et de frontières proxémiques. C'est l'idée d'aller toujours plus loin, en fait. Et c'est vraiment le sentiment aventurier qui est fondamental. C'est l'exploration du monde qui est propre à l'enfant, qui va toujours ailleurs. Et enfin, en matière de projet politique, on a cette idée de disponibilité à l'environnement, aux choses et aux êtres. Et là, j'attire aussi votre attention sur l'ambivalence de ce terme qui peut renvoyer à la fois à la docilité et à la mise à disposition, mais aussi comme une disposition à l'écoute et à l'attention. Voilà, je m'arrêterai là-dessus pour ne pas trop dépasser. Je vous remercie pour votre attention.